Voilà, chers téléspectateurs, nous voici au grand rendez-vous hebdomadaire. C'est donc votre émission Grande Analyse. Nous voici pour ce nouveau numéro. Igor Sombo, c'est moi. Comme vous le savez, cette émission donne la parole aux Congolais pour que ces derniers puissent commenter sur les questions d'intérêt sociopolitique. Beaucoup plus aujourd'hui, c'est la politique. Et vous êtes sans ignorer qu'on parle aujourd'hui de l'agression dans l'est de la République démocratique du Congo, l'agression rwandaise sous couvert d'IM23. Aujourd'hui, l'intégrité nationale et la souveraineté de notre pays, de la République démocratique du Congo, sont menacées. Malgré l'option diplomatique mise en place, la situation sécuritaire sur terrain n'évolue pas. Alors, pour en parler, pour faire une idée quant à cette situation, nous avons pensé inviter aujourd'hui un acteur politique, un analyste politique. Il s'agit de Clinton Bamana. Clinton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est vrai que c'est pour la première fois sur ce plateau. Hein. Exactement, c'est un honneur pour moi de venir donner mon point de vue sur des questions d'importance capitale, notamment celle de la situation sécuritaire à l'est du pays. Je pense que nous allons prendre le temps de pouvoir déballer. Voilà, nous allons être très directs. Comme vous venez de le dire, tout le monde est préoccupé par rapport à la situation sécuritaire du pays. Alors, pour tenter réellement aujourd'hui de faire avancer le processus diplomatique, Clinton Bamana, vous êtes Congolais, qu'est-ce que vous entrevoyez? Bon, déjà, il faut ici faire une sorte de récapitulatif de la situation. Le chef de l'État, lors de son adresse à la nation, avait bien dit qu'effectivement, beaucoup d'efforts avaient été consentis en ce qui concerne le gouvernement de la République pour pacifier l'Est de la République et recouvrer la paix dans des voies beaucoup plus diplomatiques que celles militaires. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a conclu que de tous ces efforts, aucun résultat n'a été plausible et que maintenant il fallait accélérer la marche. Et donc aujourd'hui, du point de vue diplomatique, bien entendu, il y a une sorte de marche, de pas à la tortue qui ne nous permet pas effectivement, surtout particulièrement pour la population de l'Est, à recouvrer la paix. Maintenant, il faut ici dire que le gouvernement de la République s'est engagé dans le cadre du processus de Nairobi, aussi avec le processus de Luanda. Maintenant, par rapport à tout cela, pour ce qui concerne le processus de Nairobi, le gouvernement de la République avait exclu toute implication ou tout appel au M23 pour pouvoir faire avancer les discussions. Maintenant, quand vous lisez les derniers communiqués en date du mouvement M23, ils expriment la volonté ou sinon leur disponibilité à échanger ou à dialoguer avec le gouvernement de la République. Est-ce que cet appel est-il sincère? Jusque-là, avec les actes qui continuent à être posés par les rebelles, il n'y a pas plus tard qu'hier, les positions du M23 avancent avec les attaques contre les positions de FARDC hier déjà au niveau de Kibumba. Et donc, il y a ici, pour ma part, en tant que citoyen et analyste, je pense que le gouvernement de la République ferait mieux de ne pas seulement se limiter sur une seule voie. Il faut plutôt marcher sur une logique qui puisse ouvrir la fenêtre d'opportunité. Si on comprend bien, la voie diplomatique, cela ne vous arrange pas, Clinton? Ça ne m'arrange pas totalement. Aujourd'hui, je reviens vers vous. Aujourd'hui, vous le savez très bien, les discussions se poursuivent avec l'ancien chef d'État kenyan, Uhuru Kenyatta, qui séjourne encore à Goma. Vous pensez que cette voie ne donnera pas des résultats que les Congolais attendent? Je ne voudrais pas être pessimiste par rapport à cette question. Notre souci, c'est de voir que les discussions ou les efforts qui sont consentis apportent des résultats escomptés. Maintenant, par rapport à la marche qui avait été déjà faite, je pense que pour être beaucoup plus réaliste, je pense que seule la voie diplomatique ne suffit pas. Parce que moi, je considère personnellement que la diplomatie a
à ces hypothèques, notamment l'hypothèque militaire et économique. C'est-à-dire que du point de vue diplomatique, nous sommes faibles. Du fait que déjà, s'il faut tenir compte de positions occupées actuellement par les rebelles du M23, aller sur une logique, celle de diplomatie, ne nous arrangera nullement parce que tout simplement, les rebelles du M23 sont dans une position de force. Donc, le gouvernement de la République doit à la fois mettre en œuvre la voie diplomatique, mais aussi pousser du point de vue militaire tout en augmentant les capacités offensives et défensives des FARDC qui passent par l'acquisition des équipements militaires, qui passent par les traitements des unités engagées au front. Comme vous le savez, nous sommes une armée avec beaucoup de failles, mais je pense que le gouvernement de la République doit prendre conscience que si nous voulons gagner la guerre à l'Est, il est nécessité que le gouvernement de la République fasse preuve de beaucoup de responsabilités et de conscience qu'il faut engager les moyens nécessaires en faveur des FARDC. Oui, moi je pense que nous sommes Congolais, il y a beaucoup de négociations. Est-ce que ce n'est pas une question de non-respect des engagements souscrits à toutes ces négociations? Parce que ce n'est pas pour la première fois que nous puissions parler du dialogue intercongolais, nous puissions parler des négociations. Et d'ici là, pour parler de Nairobi va se relancer. C'est la raison d'ailleurs de toutes ces consultations. Après Kinshasa, ou Kenyatta à Goma, vous ne voyez pas, c'est lié au respect des engagements souscrits. Non, mais vous savez, quand il faille considérer que je veux dire, la persistance de cette situation à l'est du pays serait due au fait que l'une des parties ou le parti belligérante n'est pas respecté les engagements souscrits, je dis que c'est faux. Parce que pour ma part, je considère que la situation sécuritaire à l'est n'est pas du tout le fait de l'irresponsabilité ou sinon de l'irrespect de la part du gouvernement congolais ou des rebelles. C'est-à-dire qu'il y a une main noire qui est derrière. C'est à ce niveau que moi, je m'en tiens à ce que le gouvernement de la République prenne conscience que d'abord, nous devons considérer que nous n'avons que la République démocratique du Congo et sa population comme les alliés le plus sincère et le plus fort qui puisse exister pour faire face à ces rebelles. Parce que les rebelles du M23 sont tout simplement des canaux à travers lesquels les obscurs qui veulent tirer le ficelle derrière les désordres qui s'installent dans la partie orientale de notre pays pour exploiter illicitement nos ressources. C'est à ce niveau que le gouvernement de la République doit considérer que les conciliabules incessantes ne servent à rien. Aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit lors de l'entame de mes propos, que nous avons commencé avec le processus de Nairobi. Moi, pour ma part, s'il m'est donné l'occasion de conseiller le chef de l'État, je lui dirais de privilégier la voie du processus de Luanda. Pourquoi la voie du processus de Luanda? Parce que le processus de Luanda s'inscrit dans la logique des engagements souscrits dans les cadres de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, de l'accord cadre d'Addis Abeba, dans les cadres de la CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et donc, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs a mis en œuvre des instruments juridiques, notamment la déclaration du 13 décembre 2013 de Nairobi, qui avait considéré que déjà le mouvement du M23 avait été défait par le FARDC et qu'il fallait, pour la part du gouvernement de la République, de pouvoir faire en sorte que les anciens rebelles, en son temps, parce que le mouvement avait été défait, les anciens rebelles puissent bénéficier du processus de PDRSS, c'est-à-dire des réinsertions et démobilisation. Au-delà de ça, il fallait mettre en place un système de justice des justices qui puissent permettre à ce que les anciens belligérants ou les anciens rebelles puissent
ne pas faire l'objet de poursuites de manière à ce que cela cesse définitivement. Est-ce que cela fut fait? Ça aussi, c'est un questionnement. Et je pense qu'il y a des raisons que nous puissions solliciter du gouvernement de faire preuve de beaucoup de responsabilités. Vous appuyez la reprise du dialogue de Luanda. C'est vrai, le week-end passé, nous avons tous été témoins du balai diplomatique. Le président angolais était à Kinshasa, tout simplement pour chercher à établir le climat de confiance entre les deux pays. C'est un ouf de soulagement parce que vous appuyez ces processus. C'est un ouf de soulagement, bien entendu, mais ça ne suffit pas. Je l'ai dit tantôt, c'est que je suis pour la voie diplomatique, mais à côté, du point de vue interne, la nécessité de réorganiser les capacités défensives et offensives des forces armées de la République. Nous allons en parler, mais parce qu'il faut noter qu'au mois de juillet, en 2019, il y a eu une négociation entre le représentant du M23, disons, et les responsables des autorités, disons, congolaises, qui ont négocié pour qu'il y ait une certaine accalmie pour que le M23 puisse déposer les armes. Ces derniers avaient suggéré qu'il fallait qu'il y ait une intégration dans l'armée congolaise de ces éléments et puis chercher à lever le mandat d'arrêt de leur chef, le chef des M23, mais chose qui n'a pas abouti. Nous n'avons pas noté une suite logique quant à cette citation. Et déjà, par rapport à cette question, je voudrais vous rappeler que quel a été le canal par lesquels ces discussions ont eu lieu? C'était des discussions que je qualifie secrètes et des discussions non officielles pour lesquelles nous ne pouvons pas, et moi personnellement, ne peux me permettre de débattre ou de faire un quelconque commentaire. Moi, je voudrais les accords étaient signés. Les accords... Les autorités congolaises étaient représentées ensemble. Ils ont traité et négocié avec... Les négociations qui avaient commencé... C'était donc à Kigali. Entre les représentants du M23 et le représentant du gouvernement congolais était une sorte de balisement du chemin qui devait amener vers un canal diplomatique approprié pour pouvoir taire toute la situation ou sinon l'insécurité qui s'est vue dans la partie est du pays. Donc c'est pourquoi est-ce que moi je considère que la voie du processus de Luanda est à soutenir et est à privilégier par rapport au processus de Nairobi, parce que à Nairobi, au départ, le gouvernement de la République avait donné l'opportunité aux rebelles du M23 de pouvoir négocier. Mais est-il que le gouvernement de la République avait obligé des rebelles du M23 de quitter les positions occupées illégalement, toutes les zones occupées, de toutes les zones du territoire national occupées illégalement, et de cesser le fait. Et après cela, quelques heures après, les rebelles du M23 avaient poursuivi leurs attaques contre les positions des FRDC. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République avait estimé qu'il ne fallait plus impliquer les mouvements du M23 parce que le gouvernement l'a qualifié de mouvement terroriste. Aujourd'hui, il y a la possibilité de l'intégration du M23 dans ce processus de négociation. Le futur dialogue, le pourparler prochain. Vous comprenez, parce que Patrick Mouyaya a donné une condition, c'est que vous venez de dire, si et seulement si le M23 va réellement se retirer de toutes les zones occupées, là, c'est possible qu'il y ait une négociation. Vous savez, c'est logique que le gouvernement de la République ne permette plus qu'il y ait des négociations dans des conditions actuelles. Pour deux raisons. La première raison, vous savez, au-delà du M23, il y a plusieurs mouvements rebelles qui sèment la terreur dans la partie est de notre pays. Et donc aujourd'hui, permettre à ce que le M23 discute autour d'une table avec le gouvernement de la République, ce serait officialiser les atrocités qui sévissent dans la partie orientale de notre pays. Ce qui donnerait encore beaucoup plus aussi de tonus et de vivacité ou sinon de la force à d'autres mouvements rebelles de pouvoir appuyer sur l'accélérateur parce qu'ils vont considérer qu'ils auront l'opportunité de dialoguer avec le gouvernement de la République. La deuxième raison, c'est que
aujourd'hui, il faut dire clairement, en tant que Congolais, nous devons le reconnaître que les M23 ont fait des avancées significatives en termes de territoires qu'ils occupent. Aller sur une table de négociation dans les conditions actuelles serait partir avec une position de faiblesse que le gouvernement de la République ne peut se permettre. Parce que déjà, mais c'est envisageable, parce que après les consultations, nous allons dialoguer de la paix à Nairobi, où si les M23 va seulement se retirer de toutes les zones occupées, nous allons être ensemble à Nairobi, si je crois bien, pratiquement le 21 novembre, si tout marchera bien. Vous savez, monsieur le journaliste, je dois vous clarifier sur une chose. Les consultations qui se font aujourd'hui ne se trouvent pas être les premières que nous avons connues dans ce pays. Nous en avons eu assez. Est-ce que ces consultations, est-ce que les dialogues que nous avons connus dans ce pays ont abouti à quoi? Tous ces dialogues ont abouti à des souris. Et donc, moi, je considère qu'en tant que Congolais, le gouvernement de la République ne peut pas entrevoir une quelconque nécessité de dialogue avec les rebelles du M23. Ce qui se trouve être important aujourd'hui, c'est de dire nous devons poursuivre sur les canaux diplomatiques et sur des résolutions qui avaient été déjà diplomatiques. Alors, quelle est la place de la communauté internationale? Parce qu'apparemment, beaucoup de Congolais aujourd'hui dénoncent les impuissants de cette communauté internationale. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire que nous devons poursuivre sur les efforts qui avaient été déjà consentis dans le cadre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et pour la coopération dans le cadre du dialogue du 13 décembre 2013, dans lesquels sont contenus des engagements et lesquels engagements ou lesquels instruments sont soutenus et parrainés par l'Union africaine, par l'ONU et par la SADC. Et donc, nous avons déjà un canal diplomatique qui nous a amené vers un avancement beaucoup plus concret. Et donc, le gouvernement de la République ne devait pas faire un éternel recommencement ou sinon chercher à patauger dans la boue avec des processus de Nairobi pour chercher, je ne sais pas moi, des solutions qui viendraient du ciel. Nous avons déjà des solutions sur la table. Les solutions que nous avons, c'est qu'il y a eu des engagements qui avaient été pris et par le M23 et le gouvernement de la République, mais aussi par la communauté internationale, notamment la SADC. S'il faut voter la communauté internationale, quel est votre souhait? Mon souhait, c'est que la communauté internationale ne cesse de faire preuve d'hypocrisie. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, la situation qui se vit à l'est du pays, c'est une situation délétère. Aujourd'hui, nous avons la MONUSCO. La MONUSCO qui existe depuis plus de deux décennies déjà. C'est la mission la plus importante qui existe au monde, mais qui peine à défaire le mouvement rebelle. Et dont le moyen consenti pour la mission se trouve être un budget colossal, plus de 1 milliard pour mettre en place des dispositifs sécuritaires susceptibles de pouvoir faire face aux rebelles. Mais quand vous avez un secrétaire général de l'ONU qui se permet à la face du monde, par les ondes de France 24, dire que le M23 dispose d'équipements militaires beaucoup plus sophistiqués que ceux dispose l'ONU, c'est une honte. Et c'est une preuve que cette communauté internationale ne marche pas avec nous. Et c'est pourquoi moi, je joue un très sale jeu. Et c'est pourquoi je réitère mon appel au gouvernement de la République à privilégier la voie de renforcement des capacités de nos propres forces armées et de faire face à ces rebelles. Parce que derrière ces rebelles, il y a des forces occultes. On reste dans vos propos, c'est par rapport à l'appel à la mobilisation et même à l'unité et à la cohésion nationale lancée par le chef de l'État. Nous avons compris beaucoup de principaux leaders politiques ont répondu à cet appel, mais aussi la jeunesse, beaucoup de jeunes aujourd'hui se sont portés volontaires pour s'arranger plutôt dans le rang plutôt des FARDC, veulent être, je dirais,
s'enrôler dans les FARDC. C'est quelque chose de bien, vous êtes aussi jeune. Quel est le mot pouvez-vous placer quand c'est volontaire? D'abord, moi, je salue du fait que le chef de l'État ait initié cet appel. La volonté des jeunes est saluée, donc. Exactement. Je salue d'abord l'initiative du chef de l'État à appeler la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans les rangs de FARDC pour faire face aux ennemis de la souveraineté et de l'intégrité nationale de notre pays. Mais aussi, je salue le courage, la bravoure, le patriotisme dont cette jeunesse fait montre pour pouvoir défendre notre pays. Mais au-delà de ça, il faut, je réitère encore ma position, de dire que le gouvernement de la République ne doit pas dilapider ses énergies ou dilapider ses moyens à travers des initiatives qui n'apportent nullement des réponses aux questions réelles qui se posent. Aujourd'hui, exactement, il y a cet engouement de la jeunesse. L'enrôlement de jeunes dans l'armée n'a pas d'impact? Non, mais attendez. Non, mais attendez. L'enrôlement de jeunes a de l'impact. Mais cet impact devrait être accompagné par effectivement cette capacité pour le gouvernement de la République à doter non seulement ces jeunes qui venaient de rejoindre le rang de FARDC, mais déjà à donner des conditions, à créer des moyens, des conditions favorables pour que ceux-là qui sont déjà au front puissent combattre avec force et avec efficacité. C'est pourquoi moi, je considère que le gouvernement de la République a une part de responsabilité énorme en ce que le FARDC doit se rééquiper, doit se réorganiser, doit se restructurer. C'est pourquoi d'ailleurs, en passant, je salue du fait que le chef de l'État ait changé les commandements militaires, notamment avec la nomination des officiers supérieurs. Il faut poursuivre sur cet élan. Mais aujourd'hui, notre armée... il faut aussi saluer l'effort fourni par le gouvernement parce que le budget 2023, beaucoup plus une grande partie est focalisée sur vous savez, cette volonté, nous la saluons, mais vous savez que dans ce pays, nous avons eu beaucoup de très belles promesses qui avaient été faites, mais qui n'avaient jamais eu des réponses concrètes. Attendez la concrétisation. Et vous savez que le budget, avec la loi de programmation qui accorde pratiquement 2,5% du budget du produit intérieur brut, qui ferait à plus de 1 milliard quelque chose de dollars qui devra être alloué pour l'organisation et l'équipement des FARDC. Si cela venait à se concrétiser, nous allons dire merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, parce que ça serait une première depuis que notre pays existe. Oui. Et ce budget est tout à fait logique qu'il y ait je vais dire, qui ait ces moyens colossaux qui soient alloués pour notre armée, parce que nous avons un pays qui est à la taille d'un continent. Et donc les FARDC doivent avoir des moyens les plus importants pour pouvoir faire face à ces mouvements rebelles qui sont soutenus et qui sont équipés par des puissances obscures qui veulent que le pays soit à terre pour exploiter illicitement. Merci pour votre position quant à la jeunesse. Mais ici, nous allons revenir sur la position de certains leaders politiques de notre pays. Favorablement, ont répondu à l'appel du chef de l'État. On peut citer Moïse Katumbi, Moukoko Samba. Nous avons constaté, ils ont répondu avec beaucoup d'exigences, en posant quelques préalables. S'il faut parler de Moukoko Samba, pour lui, il faudrait passer à la résiliation des accords économiques signés avec Rwanda, Burundi, Tanzanie. Pourquoi pas parler d'accords politiques? Non, mais attendez, il faut d'abord circonscrire sur la logique ou l'esprit qui caractérise la position du professeur Daniel Moukoko Samba. Par exemple, quand il veut que le gouvernement de la République résilie tous les accords de coopération économique avec ces États, parce qu'il y a nécessité de fragiliser cette rébellion. Cette rébellion est financée par l'exploitation illicite de matières premières au niveau de l'Est du pays. Et donc, pour le professeur Daniel Moukoko Samba, il faut d'abord casser ou sinon couper la machine
la machine économique qui, en fait, soutient cette rébellion, parce que c'est même la position du gouvernement de la République à considérer que le M23 serait, ou sinon, est soutenu par le Rwanda. Mais ces soutiens, quand il faut les circonscrire dans les cadres stratégiques, c'est un soutien financier énorme. Et donc, le finance qu'il se donne l'élix d'allouer pour équiper ces mouvements rebelles, se trouve être la conséquence logique d'exploitation de nos ressources. Et c'est pourquoi il est nécessaire pour la République démocratique du Congo de les affaiblir en rompant avec, en résiliant avec ces accords-là, de manière à ce que nous puissions, nous en tant que gouvernement de la République, non seulement les affaiblir, que nous puissions avoir le contrôle sur les circuits d'exploitation des ressources de nos ressources dans la partie est de la République, parce que moi j'ai toujours soutenu personnellement que les gens parlent de la balkanisation, mais vous savez que la balkanisation a trois facettes. Il y a la balkanisation physique, donc territoriale, il y a la balkanisation économique, et il y a voire la balkanisation culturelle. Mais nous sommes sur la voie de la balkanisation économique. Je dois vous dire que ce qui se passe à l'est du pays est totalement inimaginable. Les ressources de notre pays qui sont exploitées et qui prennent la direction de Kigali, et vous savez même que le Rwanda dispose d'une raffinerie. Le Rwanda n'est pas un pays producteur de ressources naturelles, notamment le cobalt et consorts. Où trouvent-ils le cobalt pour raffiner dans leur pays qu'ils vendent auprès des structures ou sinon des multinationales qui en veulent. L'Ouganda en 2020, dans les classements mondiaux, il est classé le 85e pays producteur de l'or. En 2020, le Burundi a été classé 28e pour avoir exporté au moins plus de 80 tonnes tout cela sont pillés en RDC. Pillés en RDC parce que le contre le mixage et nous-mêmes nous avons fait un pas en arrière, et les autres pays qui n'ont pas ces ressources sous leur sol sont maintenant en train d'exporter plus que la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi moi, personnellement, je soutiens la position du gouvernement de la République à ce qu'il n'y ait pas de mixage, parce que c'est à cause de ces mixages que nous avons une armée qui est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir bien défendre face à ces terroristes, parce que nous avons au sein de nos forces armées des officiers supérieurs qui jouent pour les intérêts de nos ennemis et qui communiquent sur les décisions importantes qui sont prises quand il s'agit de faire face à ces mouvements. Monsieur Clinton, c'est vrai, en dépit de l'état des sièges, nous constatons aujourd'hui un accroissement de morts, un accroissement du nombre de morts en Ituri et au Nord Kivu. C'était une façon de sécuriser la nation congolaise, mais vous ne voyez pas d'autres part où nous pouvons dire que c'est déjà un échec, surtout ceux qui sont de l'Union sacrée ne peuvent plus dire un mot parce que c'est totalement échoué. Non, mais vous savez, pour ce qui concerne l'état des sièges, je dois vous dire une chose. Vous savez, le chef de l'État, en prenant cette décision, il a misé sur un certain nombre de choses. Déjà, quand vous allez à Goma, ça c'est une réalité que je suis en train de vous livrer. Quand vous allez à Goma, il y a une telle influence rwandaise que même nous, au sein de notre classe politique, au niveau de Goma par exemple, vous ne serez jamais devenu gouverneur de la province du Nord Kivu lorsque vous n'êtes pas en acquaintance avec le pouvoir de Kigali. Ça, ce sont des réalités que beaucoup de Kinois ne savent pas. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Clinton? Vous savez que nous avons des autorités politiques dans notre pays qui, en réalité, sont en acquaintance avec nos agresseurs. Et donc, le chef de l'État, lorsqu'il arrive au pays, il avait des informations fiables quant à ça et avait estimé qu'il fallait mettre en place une administration militaire pour pouvoir d'abord restreindre le pouvoir des nombreux parmi ces dirigeants politiques qui travaillent dans l'ombre avec nos agresseurs.
une façon de les affaiblir. Et tous ceux qui ont accusé l'ancien dirigeant de la RDC de faire la coalition avec les M23 ont raison. Non, c'est que vous êtes en train de dire. Je ne dis pas qu'ils ont totalement raison, mais la réalité est telle que la situation que nous connaissons ne date pas de l'avènement du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est une situation qui date de longtemps. Moi, je ne dirais pas ici sur votre plateau que l'ancien chef d'État Kabila aurait été en connivence ou aurait été complice de tueries ou sinon de rébellions qui sévissent dans la partie est de notre pays, parce qu'il faut être sincère que c'est sous Kabila que dans ce pays, nos forces armées ont été en mesure de défaire les rebelles du M23. Mais il faut ici reconnaître que il a été, même dans les cadres de certains rapports qui avaient été initiés, publiés par certaines ONG internationales, qui disent clairement qu'il y a des dirigeants de haut gradés de notre armée comme dans les institutions de notre pays qui riment avec les agresseurs de notre pays. Et donc, il y avait nécessité pour les chefs de l'État d'essayer de pouvoir affaiblir d'abord cette capacité que disposent nos agresseurs à nous contrôler à l'interne. Voilà la raison de l'état des sièges, bien qu'aujourd'hui, les résultats n'auraient pas été ceux pour lesquels il avait été déclaré. Mais je pense que la voie de l'état des sièges... Mais ce n'est pas une réussite. La question, c'était de savoir si c'est déjà un échec. Parce qu'à une année des élections générales, on n'a pas de fruits escomptés de l'état des sièges qu'il donne. Je ne considère pas que l'état des sièges est un échec totalement, parce que effectivement, sous l'état des sièges aussi... Il y a eu des avancées significatives. Nous avons eu aussi des résultats qui étaient de nature à repousser jusque dans les positions initiales de M23 par le FARDC. Mais maintenant, il y a eu cette remontée en puissance de M23 à travers de nouvelles acquisitions aussi de leurs équipements militaires. Il n'y a pas plus tard que 3 jours passés, la population du Nord Kivu a vu survoler sur l'espace aérien congolais des drones appartenant au M23. La question à se poser, où est-ce que les M23 ont pu se doter de ces équipements aussi sophistiqués? Restons dans cette logique. Restons dans cette logique, je voulais dire. Restons un peu dans cette logique, mais c'est sur l'émission. Je voulais savoir qu'est-ce que vous entrevoyez, soit qu'est-ce que vous pensez, parce qu'autrefois la RDC est sous embargo. Aujourd'hui, on dira la RDC n'est pas sous embargo, mais le régime de notification pose problème. Monsieur le journaliste, soyons sérieux. Le régime de notification n'existe pas dans la charte de l'ONU. Donc c'est une violation flagrante de la charte des Nations Unies. Secundo, il y a cette volonté manifeste de détracteurs de notre pays à pouvoir contrôler notre pays, à ne pas se doter de moyens nécessaires pour faire face aux rebelles M23. Quand il parle de la notification a un seul objectif, c'est de savoir quelles sont les acquisitions militaires que nous avons pour pouvoir effectivement d'abord équiper ces rebelles-là des équipements plus sophistiqués que ceux que nous aurions acquis, mais aussi cette notification, ces régimes spéciaux et voire même un régime de complicité est mise en œuvre parce qu'ils veulent contrôler ou retracer les sources d'approvisionnement militaire ou d'équipement militaire que nous avons. Parce que les fournisseurs ont un problème maintenant, parce qu'ils devraient signaler tel ou tel... Bien entendu, vous savez que c'est une violation aussi du principe de souveraineté de notre État. Nous sommes un État souverain, nous sommes un État... Donc la RDC a un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'il faut demander à un État de pouvoir notifier au préalable au Conseil de sécurité des acquisitions, c'est une violation de ces principes de souveraineté, parce que vous savez que l'acquisition d'armes ou d'équipements militaires sont des questions secret défense qu'un État ne peut se permettre de pouvoir signifier à un quelconque organe des Nations Unies. L'objectif, comme je venais de le dire, c'est de nous contrôler pour savoir quels sont les types d'armes que nous acquérons et où est-ce que nous les achetons. Est-ce que ce sont des armes de fabrication russe
Comme ça, ils nous prennent un sandwich pour pouvoir continuer à nous affaiblir et que les rebelles continuent à s'aimer la terreur et qu'ils puissent continuer à exploiter nos ressources de manière illicite. Merci, M. Clinton. En tout cas, il faudra en parler parce qu'il y a une année des élections générales. Et s'il faut voir ce que la centrale électorale est en train de faire, nous allons dire que les formations sur le fichier électoral sont organisées ça et là. On parle déjà du début des opérations d'enrôlement. C'est pour faire voir aux Congolais, en fait, quoi. Est-ce que c'est possible que nous puissions vivre les élections en 2023, croyez-vous, avec ces temps forts d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo? Mais vous savez que dans ce pays, s'il faut même partir des élections de 2006, toutes les élections que nous avons connues dans ce pays ont été organisées sous des situations d'insécurité. En 2011, nous avons eu des élections dans ce pays. À l'Est, il y avait des mouvements rebelles. En 2018, nous avons connu des élections dans ce pays. Vous le savez, il y a eu une partie d'ailleurs de l'Est de notre pays qui n'avait pas voté à cause d'insécurité. Et donc, ça ne serait pas une question nouvelle que les élections se tiennent alors qu'il y a des atrocités à l'Est du pays. Mais le souci pour le gouvernement aurait été que cette situation cesse avant la tenue des élections en décembre 2023. Et avec la volonté qui est celle de la CENI, d'ailleurs avec... Croyez-vous, mais il faut être pragmatique, croyez-vous avec tout ce que nous subissons, aujourd'hui nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2022, et cela sera-t-il possible de retrouver la paix avant les élections de 2023, l'année prochaine, disons? Je ne saurais être prophète sur cette question, mais ce que je dois vous dire, c'est les soucis de tout Congolais, comme moi particulièrement. Je pense que, comme je l'ai dit tout au long de mon intervention, que la situation à l'est du pays, il y a beaucoup plus aussi une responsabilité de la part du gouvernement. Si le gouvernement de la République prend les choses en main de façon sérieuse, à investir le moyen en faveur de nos FARDC, je pense que nous avons une très bonne armée, une armée disciplinée qui a déjà fait ses preuves en 2013 et qui est même classée sur la liste avant ou devant les armées les armées des États qui nous agressent à travers les M23, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Donc aujourd'hui, je pense que il y a justement, il y a justement la responsabilité du gouvernement à pouvoir soutenir de façon efficace, de façon continue les unités engagées au front pour faire face à ces rebelles-là. Et je crois qu'avec cette logique et avec cet élan sur lequel le chef de l'État personnellement et le gouvernement de la République se sont engagés, nous sommes capables de recouvrer la paix et de faire face à la situation et de mettre définitivement fin à ces atrocités qui sévissent dans l'Est de notre pays depuis déjà des décennies. Voilà, merci Monsieur Clinton pour votre participation à cette émission. Grande analyse, c'était question pour nous de vous écouter dans vos analyses par rapport aux différentes questions d'actualité liées à l'agression de la RDC, l'agression de la partie est de la RDC sous couvert du M23. Aujourd'hui, ce qu'on dit tout le monde, cette situation, la situation qui traverse la RDC nécessite une mobilisation générale. Donc, tout citoyen congolais doit maintenir l'unité et la cohésion nationale. J'espère que c'est le cas de M. Clinton qui a son dernier mot pour que nous puissions terminer cette émission. Je voudrais, à travers votre télévision, lancer un message patriotique à l'ensemble de la classe politique, mais aussi et surtout de la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme. Notre pays est en train de traverser une période très particulière et sombre de son histoire. Et donc, c'est à travers des situations pareilles que l'âme d'un État sévit à travers l'unité dont il fait preuve. Donc aujourd'hui, déjà, je salue aussi, effectivement, comme nous l'avons dit, la mobilisation et l'engouement dont la jeunesse fait montre en intégrant les forces armées, mais je continue à
à solliciter cette cohésion nationale de la part de toutes les filles et de tous les fils du pays, pour qu'ensemble nous puissions transmettre un message d'unité nationale. Nous ne pouvons pas, pendant cette période particulière de l'histoire de notre pays, transmettre un message de divisions internes, de divisions intestines. Je sais que vous êtes chacun... contre Martin Fayulu qui est revenu avec des propos... Je ne suis pas contre qui que ce soit, mais le message que je suis en train de passer serait de dire, à ces moments, nous devons faire preuve de sursaut patriotique, nous devons taire toutes les divergences politiques, nous devons d'abord nous mettre ensemble comme un seul homme, défendre l'intégrité territoriale. Ce n'est pas le cas pour certains opposants de ces pays. Merci, M. Clinton. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Ce nouveau numéro, c'est donc grande analyse pour aujourd'hui. Nous étions obligés de faire le point sur l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pratiquement 188 000 déplacés internes et des centaines de morts. C'est vraiment déplorable. La situation dérange pratiquement tous les Congolais. Nous attendons à ce qu'il y ait des résultats pour qu'une solution, nous attendons une solution favorable, les résultats puissent parler positivement pour que les Congolais s'apaisent. Merci à la grande équipe de la chaîne qui travaille autrement, donc la FM Télévision. Merci à tous les techniciens qui ont pu réaliser cette émission. Je crois bien, nous allons vous retrouver dans nos prochaines interventions. Igor Sombo, c'est moi. Restez sur nos antennes pour la suite de nos programmes. Au revoir.